Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Bonjour, Francis Gosselin en compagnie de Philippe Richard Bertrand et de notre invité Claude Théoret. Bonjour. Claude, vous êtes on se tutoie, d'accord? 10 ans, ouais, tu es PDG de Ex Machina, qui est une entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Peux-tu, en quelques mots, rapidement nous expliquer qu'est-ce que vous faites là, pour un peu le commun des mortels? Pour le commun des mortels, c'est plutôt une compagnie financière qui achète des compagnies d'intelligence artificielle et qui consolide une partie du marché de l'intelligence artificielle. Surtout à Montréal ou partout dans le monde? Non, on a fait un achat vendredi qu'on a annoncé pour une compagnie qui fait de l'intelligence artificielle à Los Angeles et Vancouver. Un autre un peu partout. On pêche un peu à Boston aussi, San Francisco. Est-ce que l'entreprise est basée ici? Oui, évidemment. Évidemment, good. Donc, une entreprise québécoise qui fédère des forces un petit peu partout sur la planète dans cet univers-là. Et qui lève de l'argent un peu partout aussi. Très bien. Écoute, là, on a plein de questions. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, puis on aimerait ça un peu démystifier ça. Première question, là, un peu basique, mais est-ce qu'il y a des gens qui font de l'argent avec ça? Ou est-ce que on a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent de spéculation, d'investissement, etc. Mais à la fin, là, le bottom line, comme on dit, y a-t-il des gens qui sont profitables dans cet univers-là de l'intelligence artificielle? Oui, beaucoup, en fait. Puis, il faut revenir je vais utiliser le terme anglais, là, mais quand on a le Gold Rush. Ouais, la course, la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, c'est ouais. qui a fait de l'argent? Les vendeurs, je connais la réponse à ça. Les vendeurs de pelles. Les vendeurs de pelles. OK. Alors, on est dans la même dynamique aujourd'hui. D'accord. Les vendeurs de pelles de l'intelligence artificielle, c'est NVIDIA. Oui, on a vu la valeur de l'action là, qui a augmenté de 25-30%. Ils ont additionné la valeur boursière de Intel, leur plus grand compétiteur, dans 3 semaines. Tu sais un peu comment fou que c'est, là? C'est complètement ridicule, dans le sens où il y a une explosion complète de toutes ces entreprises-là. Et tu regardes les gros, qu'est-ce qu'on appelle les méga caps maintenant, c'est un nouveau terme qui est utilisé sur le Nasdaq. C'est le trillion plus, j'imagine? C'est ça. Ouais. J'imagine, je ne sais pas la définition exacte, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que pour faire de l'intelligence artificielle, la matière brute, c'est quoi? C'est des ordinateurs. Okay? Alors, les gens qui font des services d'info nuagiques, comme Microsoft, quand Microsoft a investi 1 milliard dans OpenAI en 2018, OpenAI qui font ChatGPT, il y a un truc d'image de DALL-E, etc. C'était un investissement qui a eu très peu de cash qui a transité. Microsoft a donné 1 milliard, si tu veux, de temps info nuagique. Parce que ils n'ont pas fait un chèque. Des gens en discutent beaucoup, c'est pas clair les termes. Maintenant, ils ont fait 15 milliards d'investissement dans une ronde de 15 milliards. T'as jamais vu ça. Jamais vu ça. Non, okay. C'est Palantir, qui est l'autre grosse compagnie d'intelligence artificielle. Eux ont levé 3 milliards, puis ça, c'était jamais vu. Mais là, dans la valse des milliards, là, pour moi, puis Phil, puis pour nos auditeurs, c'est un peu abstrait. Est-ce que, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'on peut faire de l'argent avec cette vibe-là, ou c'est réservé justement aux milliardaires puis aux Microsoft? Est-ce qu'à l'échelle de toi, dans ton salon, toi, dans ton petit bureau de Ville-Marie ou de Lévis, y a-tu de l'argent à générer avec des outils comme ceux-là? Je pense que je vais parler par une autre analogie. C'est la meilleure façon d'exprimer ça pour faire que les gens comprennent. Je pense qu'on est à peu près la même révolution, si tu veux, que quand on a remplacé des chevaux. Alors, si tu penses que, tu sais, moi, je viens de la campagne, j'ai eu un cheval quand j'étais jeune. C'est pas facile d'élever un cheval. T'as-tu des chevaux? Non. C'est pas facile de prendre soin d'un cheval. C'est pas facile de le nourrir. Alors, c'est un skill set qu'on doit développer. Imagine ça le skill set qu'on a besoin pour conduire une auto, mais n'importe quelle personne, nul peut conduire une auto. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une révolution technologique très similaire, parce que ça va laisser des monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont jamais pris un cours de design graphique, être capable d'utiliser Midjourney pour faire des choses absolument incroyables. Des belles choses. Et tu peux expliquer Midjourney, si tu veux? Midjourney, c'est comme un outil, dans le fond, un peu comme ChatGPT, mais on rentre donc des requêtes, puis en fait, au lieu de générer une réponse en texte, ça génère des images. Puis là, tu peux rajouter des détails. Je voudrais, mettons, comme le peintre Dali, avoir la photo à fil ou avoir une représentation de la Tour Eiffel. Je connaissais même pas ça vous donne une idée. C'est très performant. Là. Donc, comme tu dis, moi, ma question pour toi, c'est que demain, je vais sur Midjourney, je tape, Tour Eiffel à la façon de Picasso. Est-ce que je peux vendre ça? Oui, c'est tout si tu le mets sur un T-shirt. Ah ouais, c'est intéressant. Parce qu'il y a une autre compagnie qui s'appelle
Teespring, par exemple. OK. Alors, tu prends ton design, tu mets sur un T-shirt, tu vends ton T-shirt sur un magasin. OK, un magasin en ligne. Un magasin en ligne, et bang! Moi, j'ai fait ça pour un... J'ai pas utilisé Midjourney, mais j'ai monté tout un magasin, toute seule, mais tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas programmé, avec Teespring, et on pourrait monétiser si tu veux. Alors, si tu veux faire, par exemple, des designs de la ville de Montréal, tu pourrais aller à Midjourney, dis, sors-moi toutes les photos iconiques de Montréal, et fais-en un, par exemple, dans le style de Dali. Ton un peintre autre, préféré, le Monet, Moi, j'aime Riopelle. Tamara Delampika. Ouais, OK, c'est T'sais, ça. on parlait de monsieur et madame tout le monde. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'entreprise manufacturière au Québec. Elle est reconnue pour être en retard technologiquement, Oui. juste en robotisation. Là, On est t'sais, d'accord. L'intelligence artificielle, là, c'est bien plus loin que la robotisation. C'est très lié ensemble. Oui, c'est lié parce qu'il faut que ça se parle. Mais comment qu'on va sauter du retard à l'intelligence artificielle? T'sais, c'est un méchant jump. Là. Mais- Es-tu optimiste, Claude Ouais. Charret? En fait, je suis très optimiste parce que je travaille avec différentes instances gouvernementales. Le Québec a toujours été le gouvernement du Québec, puis même l'instance qu'on a maintenant, que la CAQ, supporte énormément l'intelligence artificielle. Et ils voient exactement le problème que vous voyez. Il y a un énorme problème de productivité au Canada, on en pas juste au parlait. Québec. Alors, l'intelligence artificielle peut remplir ça, et en plus, ça peut répondre à la question pernicieuse de la pénurie de main-d'œuvre. Parce que cette compagnie manufacturière, diront, à la Beauce, mais ils ont du trouble à recruter. Ah, il y a Alors, partout. En fait, avec c'est l'intelligence c'est un artificielle, argument c'est- que j'utilise souvent. C'est la solution pour faire ça. Il y a une très bonne compagnie au Québec qui s'appelle Vuban, Oui. qui font exactement ça et qui ont une croissance fulgurante. Alors, si tu es l'entreprise manufacturière, il y a des subventions partout pour faire ça en ce moment. Tu peux aller, tu peux aller 3-4 instances gouvernementales qui vont subventionner ta transformation. Intéressant. Digital, c'est super intéressant. Si on ramène ça toujours à l'individu, tu sais, il y a quand même eu plusieurs rapports. Tu m'en as envoyé un ces derniers jours qui indique que l'intelligence artificielle va notamment détruire beaucoup d'emplois. Puis tu sais, c'est cool ce que tu me disais. Je peux mettre mon Midjourney sur un T-shirt et tout ça. Mais avant, c'était peut-être un designer graphique qui faisait Ouais. ce job-là. Ça y prenait 3, 4, 6 heures faire le design. Maintenant, je tape 2-3 mots dans un truc. J'ai une image super belle, je la vends. Les designers graphiques, mais plein d'autres. On parlait manufacturier. Est-ce que, encore une fois, tu me disais que tu étais un optimiste, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont perdre leur job? Est-ce que Ouais. dans les auditeurs, c'est qui, selon toi, là, qui est plus à risque de... Mais je pense que je t'ai envoyé l'article hier qui est écrit par OpenAI et l'Université de Pennsylvania. OK. Il y a aussi un très bon rapport qui est écrit par Goldman Sachs. OK. Et Goldman Sachs estime, attache ta tuque, que c'est 300 millions d'emplois au Mon Dieu. monde qui vont disparaître. Phil est comme bouche bée. Non, mais bouche bée, mais d'un autre côté, tu sais, moi, j'ai pas un client manufacturier qui cherche pas du monde en ce moment. Là. Tu sais, il y a une pénurie. Alors, est-ce que le monde. Puis, tu sais, je vais donner un exemple. Dans une des entreprises où je suis, ils ont mis un robot, là. Tu sais, puis là, tous les employés d'usine se disaient, ils vont couper du monde, ils vont couper du monde. Ben non. Finalement, on a pris les gens qui ont été remplacés par le robot, ils font d'autres choses dans C'est l'entreprise. exactement ça. Tu sais, moi, je pense que c'est un shift qu'il Ben, va avoir. Tu es un expert de l'économie avec toi. Tu connais la théorie de creative destruction. Oui, destruction créative, ouais. Donc, je peux l'expliquer rapidement. C'est cette idée qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation dans l'économie, on détruit des emplois, des processus, peut-être certains produits, mais ce que ça permet, c'est que ça ouvre plein d'autres opportunités, puis ça crée, au final, plus d'emplois, plus de possibilités, plus d'innovation. là. Alors, la façon que je vais répondre à ta question, c'est partout où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Par exemple, dans les programmeurs. Les programmeurs ont peur tout de suite parce que OpenAI a été entraîné sur le plus gros dataset Ouais. jamais construit par l'être humain. On utilise des gros termes. Là. Mais là-dedans, il inclut GitHub. Et GitHub, c'est le repositoire de tout le code qui a tout été écrit dans l'open source. Alors, les programmeurs ont peur. Il y a quelque chose qui s'appelle OpenAI. Qui en fait AutoAI, pardon. Auto Puis c'est un AI. système d'automatisation des agents. Et tu peux faire une start-up de A à Z maintenant, presque, avec ça. Alors, mais Genre, dans les milieux... tu fais ton convention d'actionnaire, tout Dude, ça. Là, c'est assez fort. On va parler de ce qu'on peut faire à la retraite là, tantôt, Phil, pour les c'est gens ça. qui ont des difficultés. Ils peuvent peut-être cliquer 3 boutons et se créer une compagnie. C'est ce que tu nous dis, Ouais. Claude. Dans les milieux où il y a une saturation, dirons, où il y a beaucoup de personnes, comme diront, nous, on voulait être prof. Moi, un jour, c'est ça que je vais faire. Alors, les postes de prof où je postulais, c'était un candidat pour 300 applications. Alors, la bourse que j'ai obtenue quand j'étais à Paris, c'était ça, 300 personnes pour un poste. Dans ces places-là,
l'intelligence artificielle va faire des ravages. Alors, il y a tout le monde qui fait des designers graphiques. Même aujourd'hui, il n'y a pas assez de postes pour toutes les bots. Ça va faire mal à ces gens-là. D'accord. Mais des places où il y a une pénurie de main-d'œuvre, comme les personnes, les programmeurs, ça va simplement nous laisser faire plus de Je programmation. comprends. Non, mais programmation, création de contenu, nous, on l'utilise au bureau. Là. Nous, on utilise les engins pour le genre de chat GPT, là, mais pour créer du contenu. Parce que tu lui donnes 3-4 idées, ça l'écrit pour toi. Avant, j'avais 2 employés à temps plein Exact. qui faisaient ça. Encore une fois, je les ai pas mis dehors. Ils font d'autres choses. Exact. Parce que tu avais plus de travail. C'est ça. Mais si tu n'avais pas plus de travail, si tu étais dans une agence de graphique et tout ce que tu fais, c'est Ouais. du design graphique, là, tout de suite, on le voit tout de suite, là. Il y a des mises à pied qui se font en ce moment à cause de l'efficacité. Mais c'est correct parce que dans l'Ouest, on est toujours dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. La clé. Dans l'Ouest, dans les pays développés. Là, Ouais. tu vois. Est-ce que tu sais, puis encore une fois, pour des gens qui, tu sais, tu connais très bien ça, bon, moi, un petit peu, je m'intéresse, mais est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui aient peur de Oui. ça? Ouais. Absolument. Puis, Ouais, mais c'est pas Skynet, là. Tu sais, on n'est pas dans Terminator non plus, là. un peu quand même. Ouais. Claude? Honnêtement, ça, c'est un autre sujet. Là. Ouais, On peut en mais- parler pour 1 heure facilement. Mais la peur légitime, elle viendrait 100% de où, selon toi? 100% légitime parce que il y a un travail énorme de changement à faire. Et comme qu'on sait, comme chaque élection, tout le monde veut du changement, mais personne ne veut changer. Alors, C'est c'est bon, plutôt la peur du changement qui va arriver. Puis ça, cette peur va se manifester, surtout quand on a des films comme Terminator, etc. Ouais. Là, tu as toutes les choses dans ta tête pour manifester les pires instances de cette peur. Ouais. Mais la peur, essentiellement, c'est la peur du changement. Est-ce qu'il y a des gens, sans être pour autant des reclus, là, ou des, je sais pas, là, comment on appelle ça, là, des gens qui habitent dans le fin fond du bois, là, des ermites, Ou des ludites. ouais, des ludites. Mais est-ce que tu penses, est-ce qu'il y a comme une espèce d'impératif de sauter dans l'aventure comme absolument, ou est-ce qu'il y a comme une place légitime de dire c'est pas pour moi ces affaires-là, je vais exister pas- en marge de Remets-toi dans la Ouais. révolution de l'auto. Ouais. Tu sais, moi, c'est exactement pareil. Est-ce que dans ce temps-là, tu dis, hey, moi, les chars, là, j'aime pas ça, je vais rester avec mes chevaux. C'est pas la même décision que tu dois prendre. Ouais, c'est parce que moi, je compare ça à un canot. Là, tu peux, si tu n'embarques pas dans le canot, tu vas pas rester pas mal tout seul sur le quai à un moment donné. Là, Ouais. tu sais. Mais ça se rapproche très près à toutes les révolutions technologiques. C'est comme, si tu regardes quand on a commencé à faire les microprocesseurs, puis les personnes qui disent, mais moi, je veux pas utiliser ça dans l'ordinateur, je vais continuer sur le papier. On est la même révolution. Puis c'est qu'est-ce qui est en fait excitant et un peu... la vitesse avec laquelle elle se produit, elle va se produire beaucoup plus vite que la révolution du microprocesseur. Donc, les gens qui embarquent pas dans l'aventure, là, toute catégorie, ils risquent d'être marginalisés. C'est ce que tu d'accord. me dis. Là. C'est un peu ton truc. Je suis d'accord. Dernière question, on a beaucoup parlé des données. Là. Tu disais, bon, il y a 2 choses. Hein, la capacité de processeur. L'autre volet qu'il faut, c'est qu'il faut que tu mettes du data. Tu es quelqu'un qui connaît. Je ne vais pas te faire la leçon sur le data, Claude. Est-ce que les données sont sécuritaires? Est-ce que c'est quoi ta lecture de tout ça? C'est aux États-Unis, la plupart de ces entreprises-là. Bon, on fait des recherches. Tu parlais de faire du code. Là, je connais des développeurs, carrément, ils mettent de leur code là-dedans. Bon, où est-ce que ça s'en va? Où est-ce que c'est hébergé après? C'est une question pernicieuse parce que ça fait. Moi, je dirais, depuis la révolution des médias sociaux, on a fait un pacte inconscient. Okay? Le pacte inconscient, c'est comme le pacte de Jean-Jacques Rousseau, si tu veux, le pacte sociétal. Et le pacte inconscient qu'on a fait, c'est que ils sont pas conscients, là, mais j'admets que je donne tous mes données et je perds ma vie privée. Non, mais c'est Les gens l'ont déjà fait. Je suis d'accord avec toi, Claude. C'est comme les gens qui disent j'ai mis ma photo sur Internet, mais je comprends pas pourquoi qu'elle se promène. Ouais. Tu as mis ta photo sur Internet. Elle Exact. est du domaine public. Là. OK, mais je vais apporter une nuance à ma question d'abord. Fait que là, ma photo sur Facebook, elle est à Facebook, puis elle est sur les serveurs de Facebook. Mais dans des trucs comme ChatGPT, encore une fois, comme je dis, il y a 2 affaires. Il y a peut-être des données plus spécifiques, et encore, il y a tout le volet entreprise. Là, Oui, il y a Getty Images, par exemple, je sais pas des si PME, etc., qui vont mettre des éléments très stratégiques là-dedans pour avoir une réponse. Mais là, après ça, leur stratégie est dans un serveur à quelque part en Californie ou à Seattle ou je sais pas trop où. qui peut bénéficier pour tout le monde après. Et qui peut bénéficier, mais ouais, je suis sûr que le bénéfice est là, mais ça peut être aussi assez menaçant pour celui qui fait pas attention, je vais dire ça comme ça. Là, On est d'accord et on voit en ce moment, par exemple, on a tout entendu parler de la start-up en France qui a levé 110 millions dans 4 semaines. Ils n'ont même pas
une ligne de code. Ils n'ont même pas un PowerPoint C'est deck. juste une idée. Ils n'ont même pas un PowerPoint Non, deck. mais ils ont un tableau blanc avec une idée. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu, c'est que l'idée d'être capable de faire ce type de ChatGPT en conservant votre vie privée. C'est pour ça qu'ils ont levé le 110 millions. Là. Alors, oui, ça se pourrait, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le bénéfice, faut que tu te poses la question, est-ce que le bénéfice, par exemple, d'avoir l'intelligence artificielle à ta main, dans ton entreprise, est plus important que la perte de qu'est-ce que toi tu penses qui était quelque chose d'une valeur de tes données. Et c'est une question qu'on doit tous se poser. Je te pose une dernière question, not scripted, là on n'avait pas prévu, mais une des choses qui est beaucoup ressortie ces dernières semaines, derniers mois, c'est ChatGPT particulièrement, mais tu sais, tout ça dans le domaine de l'éducation. Les profs sont un peu paniqués. Comment est-ce que tu évalues? Puis tu sais, tu as fait des études longues. Je suis un prof à un certain point. Oui, c'est ça. Tu sais, puis je veux dire, c'est quand même... moi aussi, j'ai étudié longtemps. Tu sais, se casser la tête pour écrire, ça fait partie de l'apprentissage, right? Si tu fais juste taper une question dans un logiciel puis qu'on te donne une réponse de 10 pages, t'apprends moins, puis t'es un moins bon citoyen, t'es un moins bon travailleur, t'es moins bon à la fin. Fait que, comment tu vois, est-ce qu'on doit mettre ça dans toutes nos écoles primaires secondaires? Est-ce qu'on doit mettre un break? Est-ce que les profs doivent embrasser ça? Et si oui, tu sais, comment? C'est quoi en quelques mots, là? Je sais que c'est une grande question, ça, Claude, mais... Ouais. Si on pense à la compagnie Udemy et qu'est-ce qu'eux ont fait, l'éducation, ça fait plus que 10 ans que le milieu de l'éducation est en crise existentielle. Okay. Si moi, je peux m'asseoir puis prendre un cours online de Udemy d'un prof comme le meilleur prof au monde de Stanford, est-ce que ça vaut aller prendre le métro puis aller à l'UQAM le matin? Même ça, oublie l'intelligence artificielle, ça fait déjà 10 ans que je peux pas dire l'UQAM, je pourrais dire Concordia, McGill, n'importe qui, HEC. Parce que je réalise que je suis juste à côté de l'UQAM. Alors... je veux pas me faire prendre en sortant. Mais encore une fois, moi, je critique l'ensemble. C'est les cours qu'il faut avoir. Mais pourtant, l'école est encore là. Je sais, mais d'apprendre de façon obligatoire à mon fils, où est Saturne, excusez mon langage, là, who fucking cares? Non, mais tu comprends que, tu sais, ou de savoir qui était le premier ministre du Canada en 1900... Moi, je dirais que c'est important. Tu comprends? Ça fait partie de la question générale. Un énorme débat. Mais la crise de l'éducation avec l'intelligence artificielle, je pense que ça fait seulement additionner des questions existentielles qu'on doit poser au système d'éducation. Ça va imploser. Ça va imploser. Bon, prédiction faite de M. Philippe Richard-Bertrand. Claude Théret, PDG d'Ex Machina, on se serre la main pour ceux qui nous écoutent en audio. C'était une très bonne entrevue, honnêtement. Ce serait un grand plaisir. J'aurais fait ça, mais j'aurais fait ça 1 heure de temps, honnêtement. Claude, il y aurait eu 1000 autres sujets à aborder ensemble, mais merci d'être venu en studio. Un plaisir. On aura l'occasion de se reparler éventuellement, j'espère. À très bientôt. Francis Gosselin,